Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo en particulier va concerner les différentes représentations des composés organiques. Mais avant de s'y attaquer, nous allons faire une petite introduction à la chimie organique. Donc, c'est quoi la chimie organique? Pour être capable de bien l'expliquer, il va falloir revenir en arrière, il y a bien longtemps, à l'origine de la chimie, où on avait classé la chimie en deux parties. La catégorie de la chimie minérale, c'est-à-dire l'étude de toutes les substances retrouvées dans le règne minéral, que ça aille de la roche sédimentaire à la roche métamorphique, ou tout simplement à la molécule d'eau, que ce soit l'eau dans les nuages ou l'eau dans les océans, ou même les composés comme le sel, qui sont considérés du règne minéral. En opposition à ça, il y avait cette fameuse chimie organique. Dans ce temps-là, on avait limité la chimie organique à l'étude des substances retrouvées dans les êtres vivants. Que ce soit les gros êtres vivants comme les baleines ou les petits êtres vivants comme les fourmis, que ce soit les végétaux comme cette feuille ou les plus gros comme cet arbre géant, ou même les animaux et les plantes microscopiques qu'on peut voir seulement donc avec un microscope. L'idée derrière cette catégorisation, c'était que les substances qui sont fabriquées par les vivants peuvent seulement être fabriquées par les vivants. On n'arrivait pas, dans ce temps-là, à les fabriquer artificiellement. On pensait qu'il y avait une espèce de force vitale qui était comme magique, qui empêchait de reproduire les composés créés par les vivants dans un laboratoire. Au fil des années, des découvertes, des développements technologiques, finalement, les chimistes se sont aperçus que cette force vitale-là, ça avait juste pas rapport. Et on a réussi à synthétiser des composés organiques et même à en créer des nouveaux. Par exemple, on a l'urée. L'urée, c'est un composé qui est fabriqué naturellement dans le foie, qui est éliminé par l'urine. Et en 1799, on avait déjà réussi à l'extraire de l'urine. Mais c'est seulement en 1828 que Wöhler a réussi à la synthétiser à partir de cyanate d'ammonium. Et le cyanate d'ammonium, c'est un composé non organique. Il y a aussi l'acide acétique qui est fabriqué par les bactéries qui sont dans l'intestin. Et en 1845, Hermann Kolbe a réussi à utiliser du disulfure de carbone pour fabriquer l'acide acétique. Il y a l'histoire de l'éthine. L'éthine, c'était originellement obtenu en utilisant le méthane, qui était un composé organique, mais en 1836, Wöhler, encore lui, a réussi à utiliser du carbure de calcium pour fabriquer l'éthine en utilisant de l'eau. Et ce sont deux composés non organiques. Et c'était donc une preuve qu'on peut fabriquer des composés organiques en laboratoire. Il y a aussi des nouveaux composés qui ont été découverts, qui ont été synthétisés en laboratoire, qui n'existent même pas dans la nature. Par exemple, l'acide acétylsalicylique. En 1898, ça a été synthétisé en laboratoire. Cette molécule-là, telle qu'elle, elle n'existe pas dans la nature. Il y a certaines autres molécules qui se ressemblent, qui peuvent avoir des effets semblables, comme la salicyline qui existe dans cet arbre, le saule, ou la salicylate de méthyle qui existe dans cette plante, mais l'acide acétylsalicylique qu'on utilise dans l'aspirine n'existe pas dans la nature. Un autre exemple de composé organique qui n'existe pas dans la nature, c'est le plastique de polyéthylène. On va parler des polymères dans l'unité 10, mais c'est un composé qui est, selon la définition moderne, considéré un composé organique. Qu'est-ce que c'est donc cette définition moderne? Parce qu'on s'est rendu compte que la force vitale, ça n'avait pas rapport. Mais la définition moderne dit que c'est simplement la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Bon, à toute définition, il y a une exception. Le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les cyanures, c'est pas des composés organiques, mais les grosses molécules qu'on va étudier dans tout ce module 12 sont des composés à base de carbone qu'on fait donc dans la chimie organique.
Fin de l'introduction, passons maintenant aux représentations. D'abord, un petit rappel sur la différence entre formule empirique et formule moléculaire. La formule empirique, c'était quand on regardait seulement le rapport le plus simple entre les éléments contenus dans une molécule, alors que la formule moléculaire donne le nombre exact d'atomes qu'il y a pour chaque élément dans la molécule. Par exemple, le glucose, c'est le C6H12O6. Ça veut dire qu'il y a exactement 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène dans cette molécule-là. La formule empirique, c'est seulement le rapport. Donc, c'est-à-dire que CH2O nous dit qu'il y a 2 fois plus d'hydrogène que de carbone et 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. C'est effectivement 12 qui est le double de 6, donc ça fonctionne. Mais le CH2O peut être la formule empirique de d'autres composés, de d'autres formules moléculaires. Par exemple, C2H4O, lui aussi a 2 fois plus d'hydrogène que de carbone et 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc la formule empirique ne nous donne pas la même information que la formule moléculaire. On peut avoir des formules empiriques très très simples, juste O. Quand on a juste O tout seul, ça veut dire que la formule contient 100% d'oxygène, seulement de l'oxygène, mais ça ne nous dit pas si c'est du dioxygène, donc on peut respirer, ou du O3 qui est de l'ozone. C'est même possible d'avoir une formule moléculaire et empirique qui sont identiques, comme le H2O qui a la même formule moléculaire que la formule empirique. La formule moléculaire et la formule empirique ne nous donnent pas toute l'information dont nous avons besoin. Elles ne nous donnent pas la structure de la molécule. On pourrait avoir deux molécules qui vont avoir la même formule moléculaire, mais qui vont avoir des propriétés différentes. Et la raison, c'est que leur structure est différente. Par exemple, le C2H6O, ça peut avoir la forme de cet alcool ou la forme de cet éther. C'est deux molécules différentes qui ont des propriétés différentes et pourtant ont la même formule moléculaire. On ne veut pas dessiner des modèles billes-bâtons, donc là, on va apprendre à dessiner des formules structurales, mais pour être capable de le faire, tu dois te souvenir que les atomes ont un nombre de liens qu'ils doivent faire, ni plus ni moins. Par exemple, l'hydrogène, lui, il fait juste un lien. Les halogènes aussi, ils font seulement un lien. Que ce soit le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, seulement un lien. L'oxygène peut faire 2 liens, l'azote peut faire 3 liens et le carbone peut faire 4 liens. En se souvenant de cette information-là, on va reprendre ces modèles billes-bâtons qui sont là et on va dessiner leur formule structurale. Il y a deux sortes de formules structurales. Il y en a une qui est plus développée, donc qui est plus détaillée, et l'autre après va être semi-développée. Donc pour la formule détaillée, c'est une représentation en 2 dimensions de tous les atomes et de tous les liens qu'il y a dans la molécule. Dans nos 2 exemples qu'on avait tantôt, l'alcool d'abord, on a les 2 carbones qui sont attachés ensemble et l'oxygène qui est attaché sur un de ces 2 carbones-là. Alors, la formule structurale développée devra nous donner cette information-là et devra aussi nous dire tous les hydrogènes, de quelle façon ils sont attachés. Il y en a un qui est attaché sur l'oxygène et les autres sont attachés sur les carbones. Alors, la formule structurale développée de cet éthanol est ceci. On a les 2 carbones reliés ensemble par une ligne, donc il y a un lien entre les deux. L'oxygène est attaché sur un des carbones et il y a des hydrogènes attachés sur les carbones et un attaché sur l'oxygène. Dans le cas de cet éther ici, on va avoir l'oxygène qui est attaché à 2 carbones. L'oxygène est dans le milieu entre les 2 carbones. Alors la formule structurale développée devra aussi avoir un oxygène dans le milieu qui est attaché aux 2 carbones. Et on complète avec les hydrogènes, 3 sur chaque carbone. Dans la formule structurale développée, on peut aussi mettre des liens doubles ou triples. On va tout simplement mettre un tiret double ou un tiret triple. Donc, on a ici cet aldéhyde qui est là. On a 1, 2, 3, 4 carbones et avec un oxygène qui a un double lien. Alors, dans notre formule structurale développée, on va mettre les 1, 2, 3, 4 carbones et sur le dernier, on va mettre le double lien qui a l'oxygène. On remarque que la règle qui dit que le carbone a 4 liens est toujours respectée. C'est juste que ce carbone-là a un double lien avec l'oxygène, mais au total, il y a 1, 2, 3, 4 liens sur ce carbone. Tout comme les autres aussi ont 1, 2, 3, 4 liens.
Pour un lien triple aussi, on a un lien triple juste ici. Et ce lien triple-là va être représenté par un triple tiret juste ici, comme ça. Donc ça, c'est pour la formule développée. Quand la formule est assez simple, ça va bien. Quand la formule devient plus complexe, ça fait beaucoup de lignes. Donc, on va apprendre comment faire une formule semi-développée. Dans la formule semi-développée, on va regrouper les lettres qui ont rapport avec les hydrogènes attachés au carbone et les groupes fonctionnels ensemble pour essayer de limiter l'espace. Par exemple, on a dans cette molécule-là des groupes CH3 et des groupes OH. Donc, on a un premier CH3 ici. On peut tout simplement écrire CH3 comme ça parce qu'on sait que l'hydrogène fait seulement un lien. On sait que c'est impossible d'avoir des liens doubles ou des liens triples dans cette partie-là. Même chose pour ce CH3-là qui est ici. On va remplacer ça par CH3 comme ça. Et ça, c'est possible, encore une fois, parce que l'hydrogène fait seulement un lien. Cet hydrogène aussi fait seulement un lien, et on va écrire le groupe OH comme ça. Même chose pour le groupe OH qui est ici. On peut même enlever ces hydrogènes-là qui sont reliés directement à des carbones. Parce que ce carbone est attaché à deux hydrogènes, on va écrire que c'est du CH2. Et celui-là aussi, ça va être du CH2. Et finalement, cet hydrogène-là aussi, on va pouvoir le coller sur son carbone pour écrire seulement CH. Donc déjà, ça prend moins de place que ce qu'on avait tantôt. Mais c'est encore un petit peu embêtant de faire ça dans un document Pages ou un document Word parce qu'il y a des lignes en haut, en bas, des tirets verticaux qu'il faut aligner, et c'est pas le fun. Alors, on va apprendre comment faire la formule condensée. La formule condensée, c'est quand on peut réécrire tout ça sur une seule ligne pour montrer la position des atomes. Donc, on va plus montrer comment ils sont attachés. On va pas écrire s'il y a des liens doubles ou des liens triples. On va juste écrire où ils sont placés. Reprenons notre même molécule de tantôt. Comment est-ce qu'on va faire pour la transformer en formule condensée? La première étape, ça va être d'enlever tous les tirets horizontaux et on va tout coller ça ensemble pour que ça soit plus compact. Ensuite, la partie importante, c'est que les ramifications ou les groupes fonctionnels qui sont en haut et en bas, on va les insérer sur la même ligne. Mais quand on va les insérer, ce qui est important de te souvenir, c'est qu'il faut les écrire à droite de l'atome où il est attaché. Souvent, c'est du carbone, pas toujours, mais c'est toujours à droite. Donc, prenons l'exemple de ce OH qui est ici. Je veux me débarrasser de ce tiret qui est là. Donc, je vais aller faire de la place à droite de ce carbone. Le carbone il est CH. Donc, je fais de la droite ici avant le prochain carbone. Et le OH va descendre ici. Bon, je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je le mette entre parenthèses, mais ça me dit que ce groupe OH est attaché sur le carbone qui le précède. Même si c'est de l'azote, on va utiliser la même démarche. On va faire de l'espace à droite de cet azote. Le groupe qui est ici va descendre entre les deux et on va le mettre entre parenthèses. Le deuxième groupe CH3 qui est ici, on veut aussi le mettre à droite de cet azote, mais il y a déjà quelque chose. Donc, on va le mettre par-dessus et parce qu'on a mis un deuxième, on va mettre un petit 2 ici. Donc ça, c'est la formule condensée. Ça prend beaucoup de moins de place à écrire que ça, mais ça veut exactement représenter la même chose que ça. C'est plus le fun d'écrire ça dans un document Pages ou dans un document Word. C'est juste qu'il faut faire attention de se souvenir que ce qui est entre parenthèses ici est attaché sur l'atome qui le précède. Si on veut donner la forme, parce que ça ne donne pas la forme. Donc, si on veut donner la forme de la molécule, mais on ne veut pas s'embêter avec tous les carbones et les hydrogènes, on peut faire la formule topologique. Ça donne une espèce de squelette de la molécule et on va utiliser encore des lignes pour représenter les liaisons, mais cette fois, on va omettre les carbones et les hydrogènes de la notation. Bon, pas tous les hydrogènes, seulement ceux qui sont attachés à du carbone vont être devenus invisibles. Comment est-ce qu'on fait?
Reprenons la même molécule que tantôt et voici les étapes. Donc, on va prendre le N qui est ici, on va le mettre là et on va aller lui mettre les ramifications. Donc, en haut, j'ai un groupe CH3, mais je ne vais pas mettre le H. Je sais qu'il y a 3 hydrogènes et que les hydrogènes sont attachés sur ce carbone-là. Alors, je vais juste mettre le carbone. Et même chose pour ce groupe-là ici. Je vais aller l'attacher sur l'azote, mais je vais seulement mettre le carbone. Je ne vais pas mettre le H3. OK, là, je continue avec la chaîne principale. Je m'en vais à côté ici. Je fais le lien. Je rajoute le C. Je fais un lien. Je rajoute le C. Oh, là, j'ai une ramification pour mettre le groupe fonctionnel. Donc, je vais aller mettre la ligne vers le haut avec le groupe OH. Tu vois, cette fois, j'ai mis le H parce que ce H-là n'est pas attaché sur un carbone. Il est attaché sur un oxygène. Je dois le garder. Et je continue, ce lien-là va aller ici, le C va descendre, ce lien-là, et je garde le OH au complet. C'est pas fini, parce que la beauté de la formule topologique, c'est qu'on n'écrit pas les carbones. Les carbones sont invisibles. Ils existent encore, ils sont encore là, mais ils sont invisibles. Tu dois te souvenir que à la fin de chaque ligne vide, il y a un carbone. Que à chaque intersection de 2 lignes, il y a un carbone. Et c'est pour ça que j'ai mis les lignes avec un angle. J'ai pas mis une ligne droite comme ici, j'avais mis des angles. C'est pour dire, hey, attention, ici, il y a un carbone qui est là. L'autre chose à te souvenir, c'est que les hydrogènes sont aussi invisibles, mais ils existent encore. Comment je fais pour savoir il y en a combien? Je regarde ici au bout de la ligne, je sais qu'il y a un carbone. Le carbone, il y a un lien vers l'azote, mais je sais que le carbone fait 4 liens. Donc, il y a 3 hydrogènes pour compléter jusqu'à 4 liens. Même chose ici, au bout de la ligne, j'ai un carbone. Le carbone a un lien avec l'azote, mais il faut qu'il se rende jusqu'à 4 liens. Alors, il y a 3 hydrogènes qui sont ici. Par contre, ici, il y a un carbone, parce que c'est une intersection entre 2 lignes, mais il y a 2 lignes, il y a 2 liens. Il y a un lien vers l'azote et un lien vers l'autre carbone ici. Il faut que je me rende jusqu'à 4, donc il manque seulement 2 hydrogènes ici. Il y a un carbone juste ici qui fait la même chose. Il va y avoir 2 hydrogènes ici aussi parce qu'il y a 2 liens, un vers le OH et un vers le carbone. Donc, 2 hydrogènes permettent de se rendre jusqu'à 4. Celui du milieu ici, il faut faire attention là, parce que le carbone qui est là, il y a une intersection, c'est sûr qu'il y a un carbone. Le carbone qui est là a déjà 3 liens. Il y a un lien vers le OH, un lien vers ce carbone, un lien vers cet autre carbone. Ça veut dire qu'il lui manque un seul hydrogène pour se rendre jusqu'à 4. Et d'ailleurs, si on regarde ici dans la formule semi-développée, il y avait un hydrogène ici. Mais les hydrogènes ne sont pas écrits. C'est ce qui fait la beauté de la formule topologique, c'est beaucoup plus rapide à écrire. Fais attention, on garde ce H-là parce qu'il est attaché à un oxygène et on garde le N, c'est seulement les carbones qui disparaissent. L'azote est resté là. La formule topologique peut aussi faire des liens doubles et des liens triples. Donc, par exemple, ici, j'ai un lien double juste là, alors j'ai mis un lien double juste ici. Et il y a un autre lien double entre le carbone et l'oxygène, alors il y a un lien double entre le carbone et l'oxygène. La règle du nombre de liens est toujours respectée. Ici, ce carbone-là a 4 liens. Il y en a un vers la droite, un vers la gauche et 2 vers le bas. Ça fait un total de 4 liens. Celui-là aussi a 4 liens parce qu'il y en a un vers la gauche, un vers la droite et il y a ces 2 hydrogènes qui sont cachés et qui complètent à 4. Dans un lien triple, souvent ça va finir en forme linéaire comme ça. Alors, il faut faire attention qu'il y a ici un carbone, même s'il n'y a pas d'angle, c'est quand même une intersection. On passe d'un lien simple à un lien triple. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir un atome dans le milieu. L'atome qui est là, c'est un atome de carbone. Des fois, toutes les lignes sont collées. Des fois, ils vont faire un espace entre les lignes, mais même s'ils collent les lignes, toi, tu dois te souvenir que si ça passe d'un lien simple à un lien triple, ça veut dire qu'il y a un atome entre les deux, et si l'atome est invisible, c'est un atome de carbone. La formule topologique peut être même plus facile à faire que dessin bille-bâton. Tu vois, ce dessin bille-bâton que j'ai trouvé sur Internet, il me montre un lien simple ici, mais c'est impossible d'avoir un lien simple ici, parce que le carbone doit avoir
4 liens. Et là, il y a 2 hydrogènes plus l'azote, ça ferait 3, ça ne marche pas. La seule façon que ça fonctionne, c'est si j'ai un lien double qui aurait dû être mis ici. Et d'ailleurs, l'azote fait 3 liens. Et ici, il y a un lien vers le carbone et un lien vers l'hydrogène. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas 3. Si je mets un lien double, là, ça fonctionne. L'azote a ces 3 liens. Tu remarques ici qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'au bout d'une ligne vide, c'est un carbone qui est sous-entendu. Et ce carbone-là doit avoir 4 liens, donc c'est pas juste un C qui est caché, c'est un CH2 qui est caché. Donc, la formule topologique, elle est super rapide, elle est super pratique, mais elle peut être dangereuse. Il faut être attentif. Il y a la formule stéréochimique aussi on en a déjà parlé de la formule stéréochimique. C'est quand on donne la forme en 3D. Les lignes qu'on va utiliser, ça va être des lignes pleines normales pour dire que ces atomes-là sont dans le même plan, le plan de la feuille, le plan de ton écran. Si la ligne, elle est épaisse, souvent en forme de triangle, ça veut dire que cet atome-là, du côté épais de la ligne, donc ici c'est l'hydrogène, sort de la feuille, sort de l'écran. Donc c'est comme si tu pouvais l'attraper s'il sortait de ton écran. Tandis que si c'est une ligne pointillée, ça peut être une ligne pointillée normale ou une ligne pointillée qui devient de plus en plus grande. Le H qui est au bout de cette ligne pointillée-là rentre dans l'écran. C'est comme s'il était en arrière de la feuille. Finalement, c'est une représentation en 3D de cette molécule-là. Pour les artistes qui sont capables de faire ça, ben félicitations. Moi, je ne suis pas artiste, je ne serais pas capable de faire ça, alors je préfère la formule stéréochimique. Mais aussi, c'est beaucoup plus pratique quand on a une grosse molécule comme celle-ci, avec des liens qui sortent de la page ou des liens qui rentrent dans la page. C'est beaucoup plus simple de faire ça qu'essayer de faire des billes bâtons. Dans la formule stéréochimique et même dans la formule topologique, on essaye de respecter les angles le plus possible. Les angles, on les a appris dans l'unité 8. C'est pas mal les mêmes angles. Il peut y avoir un petit peu de différence, là, mais la base est la même. C'est-à-dire que entre les ligands du carbone, c'est 109,5. Donc, on a 109,5 degrés entre ces deux liens, 109,5 degrés entre ces deux liens, 109,5 degrés entre ces deux liens. Tandis que pour l'oxygène, c'est à peu près 104,5. Donc, 104,5 degrés entre les deux ligands de l'oxygène. Même si l'oxygène est au milieu, ça ne change rien, là. On va quand même avoir les mêmes angles. Donc 109,5 entre les ligands du carbone, que ce soit à gauche ou à droite, mais il va y avoir le 104,5 entre les deux liens qui sont sur l'oxygène. Si on a de l'azote, l'angle est à peu près de 107 degrés. Donc 109,5 continue avec le carbone, ça ne change pas, mais ici, on va avoir 107 degrés. Et ça veut dire que ça va être 107 degrés ici aussi. Et ça serait 109,5 autour du carbone. Si on a tous les trois dans la molécule, ben la même règle est pas mal respectée. Donc, ça veut dire environ 109,5 ici, environ 104,5 entre les deux ligands de l'oxygène et environ 107 entre les deux ligands de l'azote, même si les trois sont là en même temps. S'il y a des liens multiples, il faut être un petit peu plus attentif. Le nuage électronique va essayer de maximiser son espace. Il y a des choses qui vont rester pareilles. Donc, ici, on a quand même une forme tétraédrique autour de ce carbone, donc 109,5. Même chose pour ce carbone, 109,5. Mais ici, à cause qu'on a un double lien ici, maintenant, on a un atome central avec 3 ligands et 0 DNL. Et l'angle pour ça, c'est 120 degrés. Donc, il faut se souvenir vraiment de tous les angles qu'on a appris dans l'unité 8. Et ça va être 120 degrés avec le lien double aussi. Si on a un triple lien, comme on a dans cette molécule-là, le triple lien va avoir un angle spécial. Pas de l'autre côté du carbone, ça va être encore 109,5. Mais ici, ça va être à peu près 180 degrés parce que l'atome central a 2 ligands mais 0 DNL. Et ça, c'est 180 degrés. Il faut faire attention à ce qu'on voit dans la molécule. On pourrait penser que tous ces angles-là sont pareils, mais c'est pas exactement le cas. On va avoir ici le même 120 degrés qu'on a dit tantôt parce que ce carbone a 3 ligands et il a 0 DNL, mais cet azote qui a 3 ligands
Lui a un DNL et l'angle est 107 degrés. Donc, ça a l'air identique à gauche et à droite, mais ce n'est pas identique à gauche et à droite. Ça, c'est les angles qu'on avait appris dans l'unité 8. Ça va rester pas mal la même chose, mais il faut être plus critique quand on va essayer de déterminer les angles. Il faut regarder l'atome central, il faut regarder les DNL, il faut regarder s'il y a des liens simples, doubles ou triples, beaucoup de facteurs à considérer pour déterminer l'angle. Maintenant qu'on a vu les formules développées, formules condensées, formules topologiques, je vais te donner des exercices à faire, mais on va les compléter en classe. Alors, c'est tout pour cette vidéo et on se revoit à l'école. Bye!